Alors, aujourd'hui, on part explorer un univers assez fascinant, je trouve, celui d'un polar breton qui date un peu, 13 dans l'île, de Yann Lecoeur. Mais attention, on ne va pas résoudre l'énigme, hein. L'idée, c'est vraiment de s'immerger dans les toutes premières pages. Sentir l'ambiance, rencontrer les personnages juste quand ils arrivent. Une sorte de mise en bouche, quoi. C'est ça. D'accord. Donc la mission, si on peut dire, c'est d'explorer vraiment les fondations du roman. Qui est cet auteur? Quels sont les lieux, l'atmosphère, le style? On fait juste un petit tour du propriétaire avant que les choses sérieuses commencent. Parfait. Une visite guidée des prémices. Alors, par où on commence? L'auteur? Oui, commençons par l'auteur. Yann Lecoeur. Alors ça, ce n'est pas son vrai nom, j'ai vu ça. Non, effectivement. Son vrai nom, c'était Jean-Marie Lelec. Lelec, d'accord. Né à Tréfiaga, c'est ça, dans le Finistère en 1902. Et mort assez jeune en fait, Paris 1951, 48 ans. Oui, très jeune. Une carrière écourtée. Et pourquoi ces pseudonymes alors? Il y avait Yann Lecoeur, mais peut-être d'autres? C'est intéressant parce qu'avant d'être Yann Lecoeur pour ses polars, Jean Lelec a eu une première vie littéraire sous son vrai nom. Ah oui? Oui, il a publié Instinct en 1929. Et là, comment dire, il n'a pas fait dans la dentelle. C'est une histoire d'inceste entre frères et sœurs dans le milieu des pêcheurs bretons. Ah oui, quand même, hein. En 1929. Voilà. Pour l'époque, c'était extrêmement audacieux. Scandaleux même. Ça a fait du bruit, mais pas forcément le genre de bruit qui a d'une carrière à décoller tranquillement. Je vois. Il a aussi écrit pour le théâtre d'autres romans sous le nom de Lelec. Donc, le pseudonyme Yann Lecoeur, plus tard pour le polar, c'était peut-être une façon de prendre un nouveau départ, dans un autre genre, en se détachant un peu de cette image sulfureuse. Oui, ça se tient. Et ce virage vers le roman policier dans les années 40, ça vient d'où? On a des pistes sur ses influences? Les sources mentionnent des choses assez variées, en fait. Edgar Allan Poe pour l'atmosphère, sans doute. Mhm. Les classiques anglais du whodunit, bien sûr. La structure, l'énigme. Agatha Christie, ce genre de choses? Oui, voilà. Et puis, plus surprenant, le belge Stanislas André Steeman. Ah, Steeman. C'est intéressant ça. C'est pas forcément le premier nom qui vient à l'esprit. Ça donne un mélange assez mix, éclectique, non? Oui, et c'est ça qui est captivant, je trouve. Même dès le début de 13 dans l'île, on sent bien la structure classique héritée des Anglais. Un lieu isolé, l'île, un groupe de gens couplés du monde, un mystère. Le fameux huis clos. Voilà, le huis clos. On sent que ça va être un whodunit. Mais la patte de Steeman, ou simplement celle de Lecoeur lui-même, elle amène autre chose. Une petite touche d'étrangeté, presque de fantaisie un peu macabre par moments. On y reviendra peut-être. Oui. Et Poe, c'est sans doute pour cette tension psychologique qui monte, qui n'est pas juste mécanique. C'est Ouais. plus profond que ça. D'accord. Et 13 dans l'île, alors, publié en 45, c'est son premier polar sous le nom de Lecoeur. C'est ça. Son premier essai dans le genre sous ce pseudonyme. Et c'est là qu'il crée son personnage récurrent, l'inspecteur Martial Leven, qui deviendra commissaire plus tard, d'ailleurs. Et la page Wikipédia fait un parallèle avec Dix petits nègres de Christie. On est clairement dans ce registre-là, l'île, le décompte macabre qu'on imagine. Absolument. L'analogie est facile et souvent faite. L'île, les invités qui disparaissent. Mais Lecoeur, il va y mettre sa propre couleur. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y ajoute une dimension psychologique peut-être plus fouillée que chez Christie parfois. Et surtout, cet ancrage régional breton extrêmement fort. On parle vraiment de polar régional breton. Oui, cette formule revient souvent, hein. Breton jusqu'au tréfonds de l'âme. C'est un milieu vivant, avec ses non-dits, ses traditions, ses brumes aussi, littérales et métaphoriques. Et cette identité bretonne très marquée, ça donne une saveur vraiment unique à ses romans. C'est d'ailleurs dommage que sa carrière ait été si brève. Oui, cette mort à 48 ans, d'hypertension, c'est ça? C'est ça, ça a vraiment coupé court à quelque chose. Son œuvre policière est restée un peu confidentielle, peut-être injustement oubliée par le grand public. Alors, justement, parlons du livre qu'on a sous les yeux. 13 dans l'île. L'original date de 1945. Cette île très rocheuse, une maison imposante, un peu austère, sous un ciel gris. Ça donne le ton, non? Ah oui, c'est clair. On sait tout de suite qu'on n'embarque pas pour une croisière détente. Et dès les premières pages, on est plongé dans ce décor. La Cornouaille. Oui. C'est pas une Bretagne générique, hein. C'est précis. Et ça commence de façon assez classique, mais ça marche toujours, à la terrasse d'un hôtel, l'hôtel des Bains. Un homme demande du feu. Un geste simple. Voilà. Et ça lance les premières interactions. On sent déjà qu'il y a des choses sous la surface.
Bon, allons-y, décortiquons ça. Alors oui, le décor breton, il est vraiment planté dès le début, avec beaucoup de précision, je trouve. Hmm. Ce village, Locq, même s'il est fictif, et son hôtel des bains juste face à la mer, ça devient tout de suite le centre de l'action, quoi. Oui, on visualise bien. La mer, la côte, et surtout le crépuscule. Le texte insiste là-dessus. Un crépuscule plein d'abandon et d'intimité. Ça donne une teinte un peu mélancolique, non? Oui, une langueur peut-être, propice au secret. Exactement. Et puis il y a cette île, l'île Armaro. Ah oui, l'île de la mort en breton. Le nom est assez parlant. Plutôt oui. Elle est d'abord appelée un Éden maudit. Ça pose une ambiance un peu paradoxale, sombre. C'est vrai que Éden maudit, ça interpelle tout de suite. Mais après, quand on regarde de plus près, à travers les yeux d'un personnage, elle a l'air plus... Plus calme. Oui, voilà. Une maison blanche, des pins, une plage. Mais l'isolement est là, très marqué. C'est ça. La passerelle qui la relie, elle est gardée par des grilles. Le texte dit bien que les maîtres de l'île entendaient bien être chez eux. Ça renforce ce côté privé, presque. Interdit. Tu penses que cet isolement physique, c'est un symbole? Peut-être de l'isolement des habitants? C'est une excellente question. L'île, elle fonctionne un peu comme un huis clos potentiel, tu vois. Au sein du paysage. Oui, c'est vrai. Son accès contrôlé, le fait qu'on la voie de la côte, mais qu'elle soit séparée. Ça en fait un lieu chargé, dramatiquement. Et la nuit, ces fenêtres éclairées qui contrastent avec le reste. Le texte dit qu'elle blessait le paysage secret. C'est fort. Oui, c'est très visuel, très théâtral. Cette lumière un peu agressive dans la nuit, ça suggère une vie intérieure intense, peut-être agitée, qui tranche avec le calme apparent autour. Et on ne reste pas qu'à Locke et sur son île. On va aussi à Kemper, Oui, avec une mention précise de l'hôtel de l'épée et même des fresques de l'Émordant. C'est un détail qui ancre vraiment l'histoire. oui, pour ceux qui connaissent la région, c'est très parlant. On parle aussi de Saint-Malo, plus au nord, de la villa de la reine Anne, et puis des ports juste à côté, Saint-Marine et Bénodet, avec le bac qui les relie. Tout à fait. Ça dessine une sorte de carte de la Bretagne de l'époque, celle des vacances d'une certaine classe sociale, les déplacements en voiture, Oui, sur des routes sûrement moins encombrées qu'aujourd'hui. probablement. Et tous ces lieux y participent à l'atmosphère générale, qui est un mélange assez réussi, je trouve, entre la quiétude apparente et une tension qui monte. C'est ça. D'un côté, on a l'image un peu carte postale de la Bretagne. Les bains de mer, le yachting, les promenades. La peinture comme passe-temps un peu chic. Voilà. Et de l'autre côté, cette tranquillité, elle est tout le temps un peu sapée. Il y a des rumeurs, des on-dit. Cette phrase « les murs ont des oreilles ». Oui, ça revient, ça crée une méfiance. Et puis il y a des faits concrets et troublants. Oui. La mort de Monsieur Salvage, l'ancien proprio de l'île. C'est mentionné presque en passant, mais avec cette remarque, il me semble avoir entendu broder un roman autour de cette mort. Oula! Oui, ça installe le doute direct. Mort naturelle? Suspecte? On ne sait pas. Et puis, sur l'île Armaro elle-même, il se passe des choses bizarres. Ah oui? Des poulets empoisonnés, après c'est la petite chienne, la levrette Miss Plume, empoisonnée aussi. Et ce n'est pas tout. Non, l'attaque du chien floppe contre son maître, Jacques Morlot, parce que sa chaîne, toute neuve, a cassé sur un maillon, apparemment usé, limé. Ça peut pas être des coïncidences, quand même. Non, clairement pas. C'est comme des signaux d'alarme dans ce joli décor. La beauté des lieux, la douceur du temps en septembre, le charme de l'hôtel, ça devient presque ironique face à ces actes malveillants. C'est classique, mais ça marche à tous les coups pour créer le suspense, l'inquiétude. Exactement. On sent que le vernis des bonnes manières, de la civilisation, il est très fin. Il peut craquer n'importe quand. Et c'est d'autant plus frappant que ça se passe dans un milieu où les apparences comptent énormément. Ah bah oui. Et là, le contexte de l'époque est super important. On voit bien cette société française du milieu du siècle, avec ses codes, Très établi, oui. le vouvoiement systématique, les formules de politesse très élaborées. Les loisirs, on en a parlé, ceux d'une certaine bourgeoisie en vacances, et les voitures, c'est pas juste pour se déplacer. Non, c'est des marqueurs sociaux très forts. Avoir une voiture, et laquelle, ça vous place tout de suite. Absolument. Et la hiérarchie sociale, elle est là, bien présente. On a les propriétaires, comme Morlot, les professions libérales respectées, comme le notaire, maître Comta, Les militaires à la retraite, comme le colonel de Charmaz, les intellectuels, les artistes. et puis il y a le personnel,
Les domestiques bretons, Fanch, Yvonne. Ils sont discrets, souvent en retrait, mais ils voient tout, ils entendent tout. Oui, le personnage de Fanch, le chauffeur, marin, mécanicien, il est intéressant avec son intuition. Quand il dit qu'il voit les choses avec les yeux dans dedans, C'est ça. Il représente une sorte de sagesse populaire, peut-être plus ancrée dans la réalité que les maîtres finalement. et le notaire, maître Comta, il a l'air d'avoir un rôle important, ou en tout cas, il est conscient de sa position. Ça le place au cœur des secrets de famille, de l'argent, des héritages. C'est une figure classique du roman de province, le notaire. Mais ici, il a l'air très conscient de son rôle de témoin, peut-être même d'acteur involontaire. Ça ajoute une couche de complexité. Est-ce qu'il est juste passif ou est-ce qu'il pourrait avoir une influence? Bonne question. Sa présence, et celle de sa fille Henriette, qui est très impliquée émotionnellement d'ailleurs, ça élargit le cercle au-delà de l'hôtel et de l'île. Bon, et si on parlait des personnages principaux? Parce que c'est eux qui font vivre cette atmosphère. Il y a d'abord Martial Leven. Hum. Il arrive à l'hôtel avec son matériel de peintre tout neuf, ce qui fait un peu sourire Ariane de Charmas. Oui, elle le taquine un peu. L'éclat du neuf de votre matériel. Voilà, il prend ce rôle d'artiste débutant, mais on sent vite qu'il y a autre chose. Ah oui, Il dit lui-même qu'il est observateur. Je ne serais pas digne d'être peintre si je n'étais tant soit peu observateur. C'est un masque? Une couverture? probablement. Ce Leven, il intrigue tout de suite. L'observateur déguisé en artiste, c'est un classique. Mais ça marche. Ça permet d'avoir un regard extérieur, peut-être plus objectif. Oui, et on souligne sa perspicacité plusieurs fois. Il remarque des détails, il analyse les gens. Mais qui est-il vraiment? Quel est son but? Mystère. Ça ajoute à l'attention. Et sa relation avec Ariane, ça démarre fort, avec des dialogues assez vifs, une attirance, mais aussi de la méfiance. Oui, c'est un des moteurs de l'interaction. Et Ariane de Charmas, justement, elle est très moderne pour l'époque. Décrite comme spirituelle, avec un humour un peu moqueur. Elle est indépendante, elle conduit sa voiture et elle écrit des romans policiers. C'est fascinant, ça. Elle est créatrice d'intrigues policières et elle se retrouve plongée dans une situation qui y ressemble drôlement. Exactement. Et ses sentiments pour Jacques Morlot, le proprio de l'île, c'est ambigu, on sent une ancienne affection, mais peut-être du ressentiment aussi. Ariane, c'est sans doute un des personnages les plus complexes. Elle jongle entre plusieurs rôles, la jeune femme du monde, l'intellectuelle un peu ironique, l'écrivaine de polar. Et peut-être la femme amoureuse ou déçue. Oui, son indépendance apparente cache peut-être une certaine vulnérabilité ou une confusion par rapport à Morlot. Et le fait qu'elle écrive des polars, c'est pas anodin. Comment ça? On peut se demander comment elle interprète ce qui se passe. Est-ce qu'elle voit tout à travers le filtre de la fiction? Est-ce que ça influence ses jugements, ses actions? Bonne question. À côté d'elle, il y a son père, le colonel de Charmas. Figure plus traditionnelle? Oui, l'ancien militaire avec la marque de la rosette sur la veste. Il a l'air d'incarner une certaine droiture, une stabilité. Il est bienveillant avec sa fille, et même avec Leven d'ailleurs. Il représente peut-être un repère moral dans tout ça. C'est possible, il amène un peu de formalité, de respectabilité de l'ancien monde. Mais la figure centrale masculine, en termes de pouvoir, de conflit, c'est plutôt Jacques Morlot, non? Oui, je pense. L'écrivain reconnu, auteur d'un polar, Danger de mort. Qui serait inspiré d'un événement réel de sa vie, en plus. Oui, ça brouille les pistes. C'est lui le propriétaire de l'île Armaro. Il l'a acheté pour sa seconde épouse, Elisabeth. Et il est ami de longue date avec Leven, mais on sent une tension entre eux maintenant. Morlot, il a l'air complexe, tourmenté. Son divorce a été difficile, son remariage avec Elisabeth l'a coupé de ses enfants, Anne et Philippe. Qui détestent leur belle-mère, apparemment. Voilà. Et sa relation avec Ariane. Il lui a demandé sa main avant d'épouser sa cousine, Elisabeth. Oula, le passif est lourd. C'est clair, hein, ce passé pèse énormément sur le présent. Son statut d'écrivain lui donne une certaine aura, mais il a l'air un peu prisonnier de ses choix, de ses histoires. Et puis, il a failli mourir avec l'attaque de son chien. Ça le met aussi en position de victime potentielle, alors qu'il exerce un pouvoir sur l'île, sur son entourage. C'est un personnage plein de contradictions. Et au cœur de beaucoup de ces tensions, il y a sa femme, Elisabeth Morlot, née de Charmas, donc la cousine d'Ariane. La reine de l'île. C'est ça. On nous la décrit comme très belle, élégante, sophistiquée, mais alors, elle provoque des réactions très négatives. Ah oui, notamment chez la jeune Henriette, la fille du notaire. Elle la traite de serpent, de cobra souriant. C'est d'une violence
Carrément. Cette description est très parlante, ça suggère la duplicité, une beauté dangereuse. Élisabeth semble liée au luxe, à l'argent. On la voit demander de l'argent au notaire d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi. Et sa relation passée avec l'ancien propriétaire, ça ajoute encore du mystère. Elle cristallise beaucoup d'animosité. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle est une victime des jalousies ou est-ce qu'elle est vraiment manipulatrice, calculatrice? C'est toute la question. Et on touche à un point essentiel, les apparences. Elles sont tout le temps trompeuses dans cet univers. C'est clair. Le Veyne n'est pas qu'un peintre. Morlot n'est peut-être pas juste un écrivain tourmenté. Élisabeth n'est peut-être pas la femme fatale décrite. Exactement. Chacun semble avoir une façade et une réalité plus complexe, peut-être plus sombre derrière. C'est ce jeu de masques qui rend l'atmosphère si prenante. Et ce jeu est renforcé par le réseau de relations hyper dense entre tous ces personnages. Ah oui, c'est une vraie toile d'araignée. Les liens du sang. Ariane et Élisabeth, cousines. Pierre et Élisabeth, frères et sœurs. Le colonel et Ariane, père et fille. Morlot et ses enfants. Les liens du mariage. Morlot et Élisabeth. Les amitiés anciennes. Le Veyne et Morlot. Les rivalités amoureuses. Le triangle Ariane-Morlot-Élisabeth. Et les alliances entre générations. Les jeunes Anne, Philippe, Henriette, Pierre, qui semblent faire bloc contre Élisabeth. Et dans cette toile, les personnages secondaires ont un rôle super important, comme observateurs ou comme catalyseurs. Oui, on a parlé de Fanch et son intuition, mais il y a aussi Yvonne, la domestique, Maître Compta, qui détient des infos clés. Et sa fille, Henriette, avec sa loyauté passionnée pour les enfants Morlot et sa haine déclarée pour Élisabeth, elle pourrait bien mettre le feu aux poudres. Ces personnages secondaires, ils ancrent l'histoire dans une réalité sociale plus large. Ils offrent d'autres points de vue. C'est pas juste des figurants. Non, leurs paroles, leurs silences même, peuvent avoir des conséquences. Ça renforce ce sentiment de microcosme où tout le monde s'observe, se juge. Et où les secrets ont du mal à rester secrets très longtemps. Tout ça, ça prépare vraiment le terrain pour une intrigue pleine de mystères. On a la mort de Salvage, les empoisonnements sur l'île, l'agression du chien. Le thème du secret est partout. Les conversations à voix basse, les regards. On sent que des vérités sont cachées juste sous la surface. L'histoire se construit doucement. Chaque détail, chaque interaction pourrait être un indice. Et il y a cet élément fascinant. La mise en abîme. Tu sais, quand une œuvre est imbriquée dans une autre. Comme des poupées russes. Et lise des auteurs de polar de l'époque, Stanislas André Steeman, l'assassin habite au 21. Exactement. Et ça, c'est pas juste un détail culturel, ça a des implications. Oui, comment on interprète ça? Est-ce qu'ils voient des parallèles avec ce qu'ils vivent? Peut-être bien. Henriette, par exemple, elle imagine un crime parfait en s'inspirant du livre. Philippe Morlot remarque une curieuse analogie entre un personnage de Steeman et un appel anonyme passé depuis l'île. Alors, est-ce que c'est la fiction qui contamine la réalité ou est-ce qu'ils utilisent la fiction pour interpréter ou même manipuler la réalité? C'est une question centrale, je pense. Cette mise en abîme, ça renforce l'atmosphère de suspicion, de jeu intellectuel. On se demande si les personnages jouent pas un rôle, en fait, influencés par les codes du polar qu'ils connaissent si bien. Ça ajoute une tension. La vie imite l'art ou l'art donne des clés ou des fausses pistes? Ça invite aussi à réfléchir sur l'intrigue elle-même. Est-ce qu'on est face à un drame psychologique ou à un vrai puzzle criminel façon polar? Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus de ces extraits? D'abord ce cadre breton, magnifique, envoûtant, mais sous tension, chargé de secrets, d'une certaine mélancolie. Ensuite, les personnages. Très bien dessinés, avec plein de facettes, pris dans un sac de nœuds relationnels. Amour, haine, jalousie, loyauté. Oui. Et puis, cette atmosphère de mystère, palpable, nourrie par les incidents inquiétants, les non-dits. Et enfin, cette dimension un peu métalittéraire, où le roman policier devient presque un personnage lui-même. Si on prend un peu de hauteur, on voit comment l'auteur utilise tout ça de façon magistrale, je trouve, pour créer un univers très cohérent, très immersif, dès le début. Oui, c'est très réussi. Le décor n'est pas juste une toile de fond, il est actif, il influence l'humeur, peut-être les événements. L'époque, avec ses codes, ses objets, ça ancre l'histoire et ça souligne les contraintes sur les personnages. Et les dialogues, même les plus banals, sont souvent pleins de sous-entendus. Ils révèlent les rapports de force, les attirances. Tout est mis en place avec beaucoup de finesse pour préparer une intrigue qui, on le sent bien, sera riche en rebondissements.
psychologique et peut-être criminel, même sans savoir la fin. C'est vraiment une plongée dans un monde où chaque détail a son importance, où la surface lisse des convenances cache des choses potentiellement troubles. Et la beauté des paysages qui contrastent avec la noirceur possible des intentions, les conversations polies qui masquent des pensées inavouables. Ça nous laisse avec une réflexion, un peu dans l'esprit de Levogne, l'observateur caché, dans ce théâtre social où les apparences sont si importantes. Et qu'est-ce qu'un détail nous révèle vraiment? Hmm. Comme ce maillon de chêne limé, ou cette rose qu'Élisabeth cueille sans gêne dans le jardin d'Ariane. Geste anodin ou provocation? Ou un reflet dans un miroir qui surprend une scène. Exactement. Finalement, face à une façade si bien construite, qu'est-ce qu'on choisit de voir? Et qu'est-ce qui reste dans l'ombre, volontairement ou pas? C'est une question qui résonne bien au-delà de ce récit, je trouve.